La matinale sur le 90.7 et le 91.3 pour un réveil qui donne le sourire. Voilà, nous continuons notre matinale VIP ce matin en compagnie de Philippe Gonzalez, sociologue à l'université de Lausanne, auteur du livre « Que ton règne vienne ». Donc bienvenue en Alsace, en France, et merci d'avoir quitté le confort de la Suisse, n'est-ce pas ? C'est très bien Alsace. Pour venir parmi nous. Également avec nous pour ce plateau, Joanne Charas-Sancho, je mets les choses dans l'ordre cette fois-ci, théologienne protestante, et Alexis Masson, philosophe que vous connaissez notamment au travers de nos rendez-vous, le Dieu de la philo. Alors du coup, on évoquait tout à l'heure une conférence qui a eu lieu le week-end précédent à Strasbourg, et peut-être avant d'avancer dans ces réflexions qui sont vraiment très intéressantes, peut-être un petit retour, Philippe, sur votre parcours, donc peut-être notamment ce parcours universitaire et ce qui vous amène à traiter les sujets qui vous sont chers aujourd'hui. Alors, mon parcours universitaire, il est toujours étroitement imbriqué à ce qu'on peut vivre, à son parcours biographique. On est beaucoup de chercheurs à penser qu'une thèse de doctorat, c'est une sorte de psychanalyse sauvage. Je confirme. Et moi, ma thèse de doctorat, elle a porté sur la façon dont les évangéliques entendaient Dieu leur parler, donc leur expérience religieuse, et puis la manière dont ça les conduisait à organiser une communauté ecclésiale. Comment Dieu leur parle? Parce que dans la spiritualité évangélique, c'est quand même cette idée que le croyant a un accès très direct à Dieu. Et cet accès direct, si Dieu me parle et que je dois me mettre d'accord avec mon frère ou ma sœur sur le fait que Dieu m'a parlé, ça peut devenir explosif. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de médiation, et au moment où il y a un désaccord, il faut faire sortir les médiations. Et du coup, j'avais une entrée assez intéressante sur un enjeu qui est bien connu dans les églises évangéliques, c'est le fait que très souvent, il y a des schismes, des séparations, qui sont liés aussi à la forme ordinaire de l'expérience religieuse. Donc moi, je disais simplement, les schismes, c'est l'autre face de la pièce. Alors, pourquoi je me suis intéressé à ça? Parce que j'ai grandi dans un contexte catholique. À l'adolescence, je croise les mouvements évangéliques et j'en ai bénéficié jusqu'à mon âge adulte, et puis ensuite je me suis engagé après mes études de théologie, je me suis engagé comme responsable dans une église ménonite. Les ménonites, je crois que vous voyez à peu près ce que c'est, il y en a beaucoup en Alsace. Donc c'est une vieille famille qui remonte au XVIe siècle, et une vieille famille dans l'histoire de la Réforme. Ça a été parmi les premiers à acter la séparation entre l'Église et l'État. Et pour ça, ils ont été persécutés. Donc, quand j'ai terminé ma thèse de doctorat, j'ai poursuivi mes réflexions et je me suis intéressé à un phénomène qui était assez étrange à ce moment-là, qui se déroulait dans certains cercles évangéliques qu'on appelle charismatiques. C'est des gens qui, eux, mettent beaucoup l'accent sur la présence du Saint-Esprit, sur des manifestations particulières. Et puis, il y avait une revue d'anthropologie qui m'avait demandé de travailler sur des exorcismes. Et j'avais pas envie de leur faire l'article bateau cliché sur l'exorcisme d'une dame ou d'un monsieur. Et je leur ai dit, je vais vous montrer des exorcismes qui sont faits sur des pays et sur des villes. Et je me suis intéressé à tout un courant dans le monde évangélique, qui est un courant assez puissant, bien qu'en France, en fait, il soit cantonné aux marges, il soit plutôt repoussé aux marges par des organismes représentatifs comme le Conseil national des évangéliques de France. C'est pas du tout leur tasse de thé. Mais c'est des courants qui sont quand même présents, qui en France sont marginaux, mais qui en Suisse ont revêtu une certaine importance. Et je me suis intéressé au fait que des gens organisaient des célébrations pour chasser les démons qui se trouvaient sur la mairie d'un village ou même sur le Parlement fédéral. Et au début, je les prenais un petit peu pour des doudingues qui pensaient, en gros, remettre la main sur la politique de façon très symbolique. Je pensais que ça s'arrêtait à des gros rituels. Mais quand j'ai commencé à regarder non pas ce qui se passait à la base, en fait, mais quels étaient les acteurs religieux qui promouvaient cette théologie-là, quel était leur lien avec des acteurs internationaux, quels étaient le lien de ces acteurs internationaux avec la politique américaine, en fait, je me suis retrouvé en pleine droite chrétienne. Américaine, du coup. Exactement. Oui, d'accord. Et ça m'a explosé littéralement au visage en 2009, lorsque l'initiative anti-minaret, il n'y a personne qui avait prévu que ça passerait, a passé en Suisse. Et
sur le terrain, moi j'avais déjà commencé à enquêter en 2006 sur ces questions. J'étais en fait à des manifestations évangéliques en 2008, donc de ce type, organisées notamment par une association qui s'appelle Prière pour la Suisse, qui est tout à fait dans ce courant, dans lesquelles vous aviez des chrétiens qui, lors de la fête nationale, chassaient les démons de deux entités, les démons qui peuplaient la Suisse, qui étaient liés à l'homosexualité d'une part, et d'autre part à l'islam, et étaient faites référence à deux événements. C'était la Gay Pride qui devait se tenir à Zurich, sur laquelle il y a eu un exorcisme, et par ailleurs l'initiative anti-minaret sur laquelle il fallait prier pour faire avancer une nation judéo-chrétienne. Et c'est comme ça que je suis entré, en fait, complètement sur la question de cette présence en politique. Donc là, je me suis intéressé aux acteurs, je me suis intéressé à la transformation dans la sphère politique, en fait, de leurs désirs. Et ce que je tiens à dire, c'est que ça varie d'un pays à l'autre. J'aurais pas pu faire la même enquête en France. Alors j'aurais trouvé les mêmes courants, mais ils n'ont pas la même importance, ils n'ont pas les mêmes connexions avec la sphère politique. Ils peuvent pas s'appuyer sur la même tradition d'une présence protestante en France, parce qu'elle a été éradiquée, en fait, avec la révocation de l'édit de Nantes. Par contre, en Suisse, oui. En Suisse, il y avait tous les éléments pour une forme de nationalisme chrétien qui pourrait entrer en résonance avec des peurs concernant l'islam qui, à cette époque, étaient parfaitement justifiées parce qu'on avait vécu des attentats depuis le 11 septembre, mais aussi il y a eu les attentats de Madrid, les attentats de Londres. Donc il y avait une certaine crainte, en fait, liée à un certain islamisme. Alors ce que j'aimerais dire, c'est simplement, vous avez une ultra-minorité de chrétiens évangéliques qui sont y compris minoritaires dans les courants qui peuvent être représentés dans l'évangélisme, qui, eux, vont lancer des idées dans l'espace public, et là, ça va entrer en résonance avec un certain nombre de peurs, et ça provoque des dégâts. Oui, puisqu'au-delà on va revenir à votre parcours encore pour le conclure tout à l'heure, mais au-delà effectivement des enjeux de prière ou autres, effectivement, il y a du coup une forme d'ingérence dans la vie publique et des débats ou des propos qui ne sont plus acceptables. Alors, ce que je dirais, c'est de nouveau, moi je pense que tous les acteurs de la société peuvent entrer dans l'espace public avec leurs convictions. Pour autant qu'ils acceptent une chose importante, c'est que leurs convictions sont soumises à débat. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est pour autant qu'ils acceptent le pluralisme. C'est pas juste j'accepte de lancer mes idées et après je pars. Le problème qu'on a eu avec l'initiative anti-minaret, c'est qu'en réalité, ils ont pas lancé des arguments dans l'espace public. Ils ont lancé des slogans qui étaient déconnectés d'une réalité empirique. On peut peut-être rappeler, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure déjà, mais justement cette loi anti-minaret. Absolument. En 2009, le peuple suisse a été invité à voter sur ce qu'on appelle une initiative, c'est-à-dire une proposition qui a été lancée par des acteurs de la société civile en lien avec des acteurs politiques. Mais en gros, on a recueilli des signatures de citoyens pour voter une modification de la Constitution. Et cette modification, elle insère dans la Constitution un article, ou un alinéa plutôt, qui mentionne que la construction des minarets est interdite en Suisse. C'est discriminatoire. Et ça, les juristes de la Confédération helvétique le disaient, le Parlement le disait, le gouvernement le disait. C'est discriminatoire parce qu'on vise spécifiquement une communauté religieuse et ça ne colle pas avec le droit suisse, qui est un droit plutôt libéral en matière de religion. Mais n'empêche que le peuple a voté et que les acteurs politiques et les institutions politiques sont obligés, en fait, d'accepter ce vote. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que lorsqu'on a observé ce vote, que personne n'avait vu venir, personne n'avait pensé, en fait, que le vote passerait, même pas les acteurs qui ont lancé l'initiative. Lorsqu'on a corrélé le vote au lieu de résidence, on s'est rendu compte que c'est là où il y avait le moins de musulmans qu'on votait plus fortement contre les minarets. Qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit que les gens qui ont voté n'ont pas à voter en fonction d'une connaissance locale, en fait, des acteurs musulmans. Ils ont voté en fonction des fantasmes, de l'image qu'ils se sont faite au travers des médias. Et on sait aujourd'hui que ce qui est médiatisé lorsque ça touche à la religion dans les médias, c'est avant tout les scandales et les enjeux qui sont liés à la violence ou au terrorisme. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas des phénomènes qui existent, ils existent, mais on a quelque chose comme une loupe grossissante dans les médias, tout simplement parce que les gens sont moins religieux dans nos sociétés
Et pour provoquer de l'intérêt sur des objets religieux, il faut des objets en fait qui vraiment font la une. Aller parler à un spectateur lambda de discussions un peu techniques dans un concile catholique, ils vont s'embêter. C'est pas ça qui les intéresse. Eux, ce qui les intéresse, c'est quand ça a un impact sur la géopolitique. On va terminer avec votre parcours dans quelques instants. Avant ça, je vais donner la parole peut-être à Joan Charras-Sancho, donc théologienne protestante, mais française cette fois-ci. Hein, on sort le cocorico un petit peu, désolé pour nos amis suisses. Et alsacienne. Oui. Il n'y a pas de mal. Concrètement par rapport à ce propos, est-ce qu'il y a des choses à dire par rapport à un regard plus français? Effectivement, là, on parle d'institutions suisses. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, finalement, toute cette histoire et finalement le regard de Philippe aujourd'hui sur cette histoire suisse? Moi, ce qui m'impressionne le plus dans ce que j'ai entendu à la conférence, et ce que j'entends encore aujourd'hui, c'est le fait qu'un micro-parti, ça on n'a pas ça en France, un micro-parti, il y a 3000 membres je crois, ce parti s'appelle... L'Union démocratique fédérale. L'Union démocratique fédérale, donc 3000 membres, qui sont probablement pas tous évangéliques, qui peuvent être tout simplement très très conservateurs. 3000 membres puissent mobiliser à ce point-là donc la population, récolter des signatures et se mobiliser surtout contre les droits des autres, en fait. Et c'est vrai qu'en France, on a un mouvement qui est tout à fait différent, qui est plutôt celui de la rue, qui est plutôt celui de la manifestation, qui est plutôt celui de la mobilisation, je dirais, éclair et éphémère, même si là, sur la manif pour tous, ça repart pour un tour avec la PMA. Mais donc, c'est une toute autre façon de se mobiliser, mais qui, de mon point de vue, moi, je suis praticienne. Donc, moi, ce qui m'intéresse, en théologie pratique, c'est d'observer comment les enjeux contemporains se traduisent dans l'Église. Voilà, et comment l'Église aussi s'en saisit. Ça, c'est vraiment ma spécialité, c'est ce que j'aime faire et ce que je sais faire. Et donc, du coup, en France, on a une toute autre façon de se mobiliser. Mais par contre, je pense que ça sert les mêmes objectifs qui, moi, me dérangent fondamentalement comme chrétienne, comme théologienne, comme citoyenne, qui est d'imposer des normes, de déclarer qu'en fait, mon hétéronormativité, dans ce cas-là, le fait d'être hétéro, cisgenre, donc on est en accord avec son genre attribué à la naissance, mon hétéronormativité doit devenir la norme sociétale. Et d'autant plus que j'estime que c'est une norme qui est universelle parce que c'est celle qui, selon certaines lectures bibliques, c'est celle qui est présentée par la Bible. C'est vrai que c'est presque une émission en elle-même à faire sur finalement pourquoi est-ce que la famille au sens classique du terme, c'est quelque chose qui aujourd'hui est porté comme presque la représentation de la foi chrétienne. Mais c'est ce qu'on appelle les valeurs traditionnelles. Et je crois que là-dessus, on a le même type de conservatisme en Suisse et en France. Mais, en fait, ça mériterait une émission à part entière. Est-ce que, Alexis, je peux vous passer la parole aussi, concernant cette réaction, notamment au parcours de Philippe Gonzalez, et peut-être justement ce point de vue plus français Alors moi, c'est pas vraiment sur la question des Français, c'est plus une question de quelque chose que j'aimerais comprendre. Philippe nous a dit donc que les acteurs politiques doivent accepter le pluralisme, et là on voit un cas de chrétiens, de protestants évangéliques qui semblent ne pas accepter le pluralisme. Et c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre dans la mesure où on définit en général le protestantisme, on dit que c'est un axe majeur, c'est la foi est individuelle, c'est la foi de l'individu. Dans certaines églises même, il faut croire pour être baptisé. C'est donc une conviction qui est personnelle. Et j'ai l'impression que par essence, d'une certaine manière, le protestantisme devrait devrait impliquer le libéralisme. Par définition, le libéralisme politique, j'entends. C'est-à-dire que chacun fait comme il veut, chacun fait ce qu'il veut, parce qu'on reconnaît que ça dépend des convictions de chacun. Moi, j'ai l'impression que par essence, le protestantisme devrait impliquer le libéralisme politique. Et là, on voit un cas où on a l'impression que c'est complètement l'inverse. Et je ne comprends pas comment on fait le lien entre protestantisme, du coup, et refus du pluralisme. Merci beaucoup, Alexandre. Alexandre, c'est une excellente question qui nous permet de revenir. Je ferai un tout petit peu d'histoire, mais ça me paraît important. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis mennonite, c'est-à-dire c'est une forme d'église qui remonte au XVIe siècle et qui a acté
la séparation entre Église et État, précisément sur cette idée, c'est les citoyens sont libres de choisir leur appartenance ecclésiale. Au XVIe siècle, cette idée, en fait, elle a conduit les gens qui la tenaient à se faire persécuter par des catholiques, par des protestants, des luthériens, des réformés. Aujourd'hui, elle nous paraît évidente. Donc, on vit dans le monde qu'ils ont fabriqué. Il y a un autre élément qui me paraît important et qui fait partie de l'ADN du protestantisme et notamment, en fait, de l'évangélisme. C'est cette idée que on ne naît pas chrétien, on le devient, c'est une conversion personnelle, et ça a été les grandes vagues de réveil qu'on a vues à partir de la fin du XVIIe et qui ont couru du XVIIIe quasiment jusqu'à la fin du XIXe. C'est cette idée que quand bien même j'ai grandi dans une famille chrétienne, dans une église chrétienne, il y a un moment où je dois faire le pas d'une expérience qui est une expérience que je peux pas simplement hériter, dont je peux pas simplement hériter, mais que je dois réaliser moi-même. Mais il y a un troisième élément, en fait, qui compose l'identité évangélique aujourd'hui. Cet élément, c'est le mouvement qu'on appelle fondamentaliste, qui date du début du XXe siècle. Et c'est la première fois qu'on utilise ce mot-là, fondamentalisme. Aujourd'hui, les médias l'utilisent à tort et à travers. Mais au XXe siècle, ce sont des protestants conservateurs aux États-Unis qui vont s'appeler fondamentalistes eux-mêmes. Ils vont créer une association. Ils vont diffuser une série de pamphlets qui vont être largement médiatisés. Et leur idée, c'est que il faut revenir à une conception plus stricte du dogme, plus stricte du texte biblique. En fait, ils sont en pleine réaction. En face d'eux, ce qu'ils ont, c'est des libéraux qui disent la Bible et les dogmes, ils doivent être lus à la lumière des sciences historiques. Donc, ils doivent être relativisés. Mais à côté de ce débat intellectuel, il y a tout un mouvement social qui se constitue, conservateur, qui lui, en fait, est préoccupé par un élément, c'est très simple, hein, ce sont des familles rurales pour la plupart, qui envoient leurs enfants à l'université. Et ça correspond exactement au moment où, en fait, les universités deviennent publiques, où il y a une grande palette d'offres universitaires qui débarquent aux États-Unis. Donc ces familles envoient leurs enfants qui ont grandi comme des bons chrétiens, et quand ils reviennent de l'université, ils reviennent et ils sont agnostiques. Et ça, en fait, ça a été le moteur, et toute cette peur de la modernité s'est cristallisée autour de la question de l'enseignement, et autour d'un thème qui, vu de l'Europe, même pour des évangéliques, paraît un petit peu délirant, qui est la question du créationnisme. Et on va avoir un gros procès en 1925, qui s'appelle le procès Scopes, dans lequel vous allez avoir un des champions du monde évangélique, mais qui n'était pas n'importe qui avait été plusieurs fois candidat à la présidentielle américaine pour le Parti démocrate, William Jennings Bryan. Donc vraiment un tribun, c'est la figure, les historiens sont d'accord là-dessus, c'est la figure qui invente le politic people. C'était une star, chaque fois qu'il était quelque part, il remplissait les auditoires. Donc cet homme va porter la cause fondamentaliste sous prétexte que la modernité est en train de corrompre les valeurs. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? C'est que le fondamentalisme qui est présent dans l'évangélisme, c'est une strate, c'est une couche de son identité. C'est cette idée de protection de la jeunesse pour s'assurer que nos enfants vont rester chrétiens. Et cette strate-là, elle est en tension avec l'autre strate, qui est plutôt libérale en fait. Donc vous avez cette double tentation, ou plutôt cette double aspect, et je pense que ça fait partie de la complexité de l'identité évangélique. D'une part, une invitation à la conversion, un souci très particulier pour la question de la liberté religieuse. Et là, il y a eu des exemples incroyables, hein, notamment dans l'histoire des baptistes américains. Cette histoire est fameuse, en fait, avec une figure comme Roger Williams, dès le XVIIIe siècle, pour la question de la liberté religieuse, y compris pour les juifs et les musulmans. Alors qu'il faut savoir une chose, hein, c'est que les États-Unis, quand ils sont fondés, chaque État est fondé par une chapelle. Et si vous arrivez dans l'État du Massachusetts, à Boston, et que vous n'êtes pas un puritain, vous n'avez pas droit de vote. Et donc le baptiste Roger Williams, quand il débarque, il se dit « merci les protestants qui fuyaient la persécution en Europe. C'est sympa de faire pareil ici. » Et donc lui, il fait quelques kilomètres et s'établit en Rhode Island. Et il dit dans cet État, qui est un minuscule État, même les musulmans, en fait, sont citoyens. Et ça, il le dit au XVIIIe siècle. Donc,
c'est entre ces strates-là de l'identité évangélique que se joue cette tension. Et aujourd'hui, dans la façon dont l'identité évangélique est pensée, elle est beaucoup pensée comme une identité de défense des traditions familiales et de sacralisation quasiment de l'unité familiale. C'est vrai qu'on y retrouve beaucoup de... Presque, enfin, ça permet peut-être pour beaucoup de mieux comprendre certaines manifestations ou certains comportements, certains propos. Effectivement, il y a ces nuances qui se mélangent. Mais ce qui est assez difficile, et on reviendra là-dessus tout à l'heure, c'est ce côté un petit peu grand panier, hein, finalement, où on retrouve un petit peu ce mot, cette étiquette évangélique ou protestant évangélique. Mais finalement, dans ce grand panier, il y a beaucoup de nuances, énormément de nuances. Et c'est vrai que parfois, on a le sentiment que ces nuances-là, on ne les retrouve pas dans les études. Et voilà, ça manque un peu de finesse et ça peut être même vexant un petit peu. C'est comme ces grands mots conservateurs, hein, qu'on utilise. Hein, parfois, personne, je crois, n'a envie d'être taxé de conservateur. Et pourtant, effectivement, voilà, je crois qu'il y a des nuances à trouver. Mais c'est, j'imagine, tout le travail d'un sociologue comme vous. Merci. Joanne, avant de conclure et de vous retrouver dans quelques instants, on vous laisse la parole encore. Oui, alors du coup, ce que vous nous avez expliqué là, peut aussi expliquer pourquoi parfois, depuis là où je suis, je sens une certaine frilosité en termes de débat académique avec les facultés évangéliques. Et bon, cette frilosité, je crois qu'on en a tellement souffert ces dernières années, qui ont été vraiment les années des grands débats sociétaux en France. Du coup, la Fédération protestante de France a compris qu'il y avait là quelque chose qui manquait. Et le président Claveroli encourage maintenant depuis plusieurs mois des débats qui sont sur la place publique, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, temps protestant, débat protestant, enfin c'est très très bien. Et les facultés donc envoient des binômes étudiants profs qui viennent de Vaud, qui viennent de l'IPT, qui viennent de différentes facs, pour encourager le débat universitaire académique entre les différentes familles protestantes de la Fédération protestante de France. Donc moi j'ai vraiment l'impression qu'on a pris la mesure ces dernières années de ce manque, aussi des frustrations et des rigidités que ça peut engendrer, mais du coup on se demande un petit peu du côté du CNEF, donc les évangéliques en France, est-ce que eux aussi vont rentrer là-dedans? J'ai l'impression que oui, puisque Vaud-sur-Seine a envoyé ses délégués. Et du coup, est-ce que vous avez cette même analyse? Est-ce qu'on voit aussi en Suisse maintenant ce débat plus académique émerger pour éviter que chacun reste dans sa chapelle avec sa petite doctrine et ses petites valeurs de conviction qui ne sont pas des valeurs théologiques qui peuvent être débattues et défendues? Donc finalement, un dialogue interconfessionnel, donc entre les différentes confessions chrétiennes, tout à fait, sur des questions de vie de société? Intraprotestant, quoi. Apprendre à se rencontrer, à débattre et à développer des arguments qui ne soient pas juste « je lis la Bible, donc ». Vous avez le sentiment, Philippe Gonzalez, que ça avance dans le bon sens, qu'on parle de plus en plus? Alors, moi je pense qu'on a un double mouvement et qu'il est complexe. C'est-à-dire que ce qu'on met sous l'étiquette évangélique, c'est au départ un nombre éclaté et impressionnant de chapelles. Je peux m'amuser, hein. Donc il y a les baptistes, les méthodistes, les salutistes, les pentecôtistes, les adventistes. Et encore, les adventistes, par exemple, en Suisse, ils sont pas classés du côté évangélique. Mais tout cela pour dire que nous avons des églises dont les histoires sont différentes, dont la démographie est différente, dont les profils sont différents, dont les accents théologiques devraient être différents. Je vais revenir là-dessus. Et puis, à côté de ça, on a cette idée quand même de fédérer un protestantisme qui n'a pas été encadré par l'État pendant des siècles. Un protestantisme qui s'est revendiqué comme libre de son attache à l'État. Et puis, ce qui est proposé à ce protestantisme, c'est de se retrouver autour de l'identité évangélique. Évangélique, c'est en réalité, si on regarde à la loupe le terme, c'est un néologisme. C'est un mot qui est récent. C'est un mot qui... Et pour s'en rendre compte, si vous passez par l'allemand, je suis en Alsace, hein, donc ça marche. On y arrivera. Oui. On y arrivera. Si vous passez par l'allemand, vous vous rendez compte que, en fait, l'équivalent d'évangélique, en allemand, ça désigne simplement tous les protestants. Donc la question, c'est comment en est-on venu en un siècle à peu près, à avoir une acception du mot évangélique qui désignait tous les protestants, à une acception qui désigne
toutefois une frange étroite, qui est perçue comme conservatrice. Comment on est passé de là, de l'un à l'autre? Oui, c'est étrange. Plutôt. Et ça a été une de mes interrogations. Et très honnêtement, il m'a fallu une dizaine d'années dans mon travail, parce que j'avais grandi dans un milieu évangélique, et du coup, j'avais l'impression que le paramètre était clair. En fait, ils n'étaient pas si clairs que ça. Et quand j'ai fait la généalogie, et il y a toute une jeune génération d'historiens de l'évangélisme aujourd'hui aux États-Unis qui a fait un travail formidable, mais c'est au cours des 10 dernières années vraiment qu'on a exhumé tout ça, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui les mouvements évangéliques, c'est une opération de rassemblement de ces différentes chapelles qui prend naissance dans les années 40, en 1942 précisément, aux États-Unis, autour d'une organisation qui s'appelle l'Organisation nationale ou l'Association nationale des évangéliques américains. National, c'est la NAE. Je n'arrive plus à décliner l'acronyme, mais ça reviendra. Et cette association va très rapidement s'adjoindre les services d'un prédicateur dont tout le monde connaît le nom, c'est Billy Graham, qui va porter en fait sa vision. Quelle est cette vision? Ce sont des fondamentalistes qui pensent que le monde va à la fin, va vers sa perte. Il ne faut pas oublier, on est en pleine période de Deuxième Guerre mondiale, et quand on en sort, en fait, c'est la guerre froide. Et qu'il faut lutter contre le communisme, notamment. Très rapidement, l'agenda communiste va venir, et surtout qu'il y a une décadence de la société parce qu'elle a abandonné ses valeurs chrétiennes. Et contrairement aux anciens fondamentalistes, ces néo-évangéliques, c'est comme ça qu'ils vont s'appeler au début, pensent que les valeurs chrétiennes doivent être imposées à la société pour sauver la société. Et donc, lorsque Billy Graham fait des campagnes d'évangélisation, d'abord aux États-Unis et ensuite aux 4 coins de la planète, il a parfaitement conscience, et il le sait, qu'il est en train de mener une guerre idéologique contre le communisme, et que ce n'est pas simplement des campagnes d'évangélisation, mais que c'est de la géopolitique. Et à ce moment-là, Billy Graham, en fait, il a l'oreille des présidents américains. Billy Graham, il perd cette oreille avec le Watergate, avec Nixon, parce qu'il était tellement proche de Nixon, et il l'a tellement soutenu jusqu'à la fin, que lorsque Nixon, en fait, a été déchu, Billy Graham a perdu une importante crédibilité. Alors on a pu se dire, c'est une bonne chose, du coup les liens entre Billy Graham et puis entre évangéliques et politiques seront plus sereins. Il ne s'est pas passé ça, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que la droite chrétienne a pris le relais après, avec un discours beaucoup plus virulent, nettement moins modéré que celui de Billy Graham. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est que cette idée, en fait, que être évangélique, c'est mener un combat pour le salut de la société au nom de certaines valeurs, ça, c'est un logiciel que vous avez dans toutes les organisations, tous les organismes qui, au niveau national, se mettent à représenter les évangéliques. Vous avez ça en France avec le CNEF, vous l'avez en Allemagne avec l'Alliance évangélique allemande, vous l'avez en Autriche, vous l'avez en Suisse, et ils sont sur les mêmes paramètres. Et cette histoire que je vous raconte là, ils ne la connaissent pas bien, en fait. Moi, je connais bien, en tout cas les représentants suisses de l'évangélisme, du réseau évangélique, je les connais bien, ils ne sont pas au clair sur cette histoire. Donc il y a tout un travail, en fait, par rapport à l'histoire du monde évangélique, qui n'a pas encore été absorbé par les évangéliques eux-mêmes sur leurs propres origines et sur qu'est-ce qu'ils ont dans leur logiciel. Donc je reviens maintenant sur l'identité évangélique. Oui, il y a différentes chapelles. Mais le problème, c'est que l'identité évangélique, elle s'est faite sur le plus petit dénominateur commun. Si vous allez voir, en fait, la définition du CNEF sur que sont les évangéliques, et il y a la même, en fait, au réseau évangélique, il va vous dire, il y a 4 caractéristiques. La première, c'est d'être converti. La deuxième, c'est de prendre la Bible au sérieux. La troisième, c'est quand on est converti, on a accepté que Jésus est mort sur la croix pour moi. Et puis la quatrième, c'est l'évangélisation. Ces 4 caractéristiques, elles sont rattachées à un historien qui écrivait dans les années 70, qui s'appelle Babington, un historien anglais. Mais Babington, il ne s'intéressait pas aux évangéliques. Quand il écrivait là-dessus, il s'intéressait aux campagnes de réveil, aux campagnes d'évangélisation dans le monde anglo-saxon. Qu'est-ce qui a sauté, en fait, si vous vous focalisez sur ces 4 caractéristiques? Ce qui a sauté, c'est les histoires des églises particulières. Un baptiste, c'est pas un pentecôtiste, qui lui-même n'est pas un ménonite, qui lui-même n'est pas un salutiste. Mais on a fait sauter toutes ces histoires. Et pourquoi elles sont importantes, ces histoires? Parce que précisément, ces histoires, elles empêchent le fondamentalisme. Voilà. Si vous êtes au clair sur votre identité confessionnelle,
si vous connaissez les squelettes qu'il y a dans le placard, vous allez être beaucoup plus nuancé quand on en vient à des principes moraux qui devraient déjà, 1, réguler la vie de la communauté, et 2, réguler la vie de la société. Et je pense que la faiblesse et l'enjeu aujourd'hui pour le monde évangélique, c'est d'être capable de faire une plateforme de débat, d'accord, en respectant la richesse de chacune des traditions qui composent l'identité évangélique, et sans essayer d'avoir une sorte de plus petit dénominateur commun qui, du point de vue théologique, est très minimal, mais qui, par ailleurs, est couplé à un agenda en termes de valeurs sociales qui est potentiellement problématique, parce qu'il est potentiellement hégémonique. On pourrait vous écouter longtemps, hein, puisque c'est très intéressant effectivement de découvrir cette histoire. Vous qui êtes sociologue, Philippe Gonzalez, peut-être juste avant de se quitter, une réponse très courte. Est-ce que votre sentiment, est-ce que vous avez le sentiment qu'on avance dans un sens positif par rapport au dialogue, par rapport justement à ces histoires et à ce vivre ensemble au sein notamment de la famille protestante, hein, les protestantes évangéliques, mais vraiment au sein peut-être même plus largement de la famille chrétienne? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on avance dans le bon sens ou qu'on s'enterre peut-être dans chacun dans nos espaces respectifs? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des éléments qui sont plutôt positifs. Ils ne sont pas forcément liés au départ à une volonté, mais je pense que la situation dans laquelle on vit oblige les acteurs finalement à se mettre autour de la table. Et cette situation, c'est d'abord et avant tout la sécularisation de nos sociétés, et par ailleurs le fait qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent dans le paysage religieux. Donc c'est la question de la pluralisation, ou la pluralité en fait du panorama religieux. Je vais vous donner un cas de figure qui, moi, me paraît très réjouissant. Je vous ai parlé d'un processus de reconnaissance dans le canton de Vaud. Donc, on a un système qui est assez similaire au système concordataire. Et là, on est en train d'intégrer d'autres acteurs dans la reconnaissance étatique. Ce sont les acteurs musulmans, les acteurs évangéliques, qui vont entrer dans un partenariat, on l'espère, hein, il y a un processus en cours, un partenariat de plein droit avec l'État. Et dans le cadre de ce partenariat, en tout cas de ce processus, on a mis en place à l'Université de Lausanne une formation pour les responsables de communautés religieuses. Donc, ce n'est pas simplement former les imams, c'est former à la fois des responsables musulmans, à la fois des responsables évangéliques, mais aussi des catholiques, des réformés, des anglicans. Et cette formation, son caractère innovateur, il tient au fait qu'ils sont assis autour de la même table, ils écoutent des situations, ils réfléchissent ensemble à des situations de service public, comment des acteurs religieux peuvent, en situation d'aumônerie, répondre à des demandes qui ne sont pas des demandes confessionnelles ou émanant d'acteurs de leur confession. Et je pense que là, on a un exemple d'un dialogue qui va se nouer entre les confessions et même entre les religions. Non pas, on va pas se mettre à avoir le même Dieu, c'est pas du syncrétisme, mais on va se mettre d'accord sur des valeurs auxquelles nous tenons, quand bien même nous y parvenons par des voies différentes. Et ça me donne bon espoir. Merci beaucoup en tout cas pour toute cette expertise. On vous retrouve tout à l'heure. Philippe Gonzalez, je le rappelle, un sociologue à l'Université de Lausanne, auteur du livre « Que ton règne vienne », paru en 2014 aux éditions Labor et Fides. Pour ceux qui voudraient peut-être creuser ces questions, n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Johan Chara-Sancho et Alexis Masson, restez bien avec nous puisqu'on vous retrouve également tout à l'heure. La matinale sur le 90.7 et le 91.3 pour un réveil qui donne le sourire.